Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 284 déjà. Et oui, bien sûr. Et alors je reçois aujourd'hui, c'était un vrai plaisir pour moi, François Hollande, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir Monsieur Hollande. Et alors encore plus, je vous remercie vraiment d'être en direct sur ce plateau, là, tout de suite, quelques instants juste là, après que le discours très attendu de Ségolène Royal vient de se terminer à Villepinte. Donc merci d'être là, si j'ose dire, à chaud. Nous aurons 3 temps dans cette émission. Tout d'abord, un entretien entre vous et moi. Les Français ont envie, j'en suis sûr, de mieux vous connaître. On vous connaît, bien sûr, tout le monde vous connaît, mais en même temps, on ne connaît pas qui est ce François Hollande. Enfin, on ne connaît pas bien, c'est vrai. C'est un inconnu connu, un inconnu très connu. Et on a envie de mieux vous connaître parce qu'on sait très bien que vous jouez et vous jouerez un rôle central dans notre vie politique française nationale. Deuxième et troisième temps, vous débattrez sur le fond avec 2 de vos adversaires politiques. Et les débats risquent d'être vifs, très vifs. Tout d'abord, ça sera le tour de Rachida Dati, magistrate et toute nouvelle porte-parole de Nicolas Sarkozy. Et ensuite viendra Jacques Marseille, professeur à la Sorbonne, essayiste, grand économiste libéral, avec qui vous discuterez impôts, 35 heures. Et le reste. Mais revenons d'abord à ce meeting très attendu, celui de Ségolène Royal. Alors, meeting du nouveau départ ou de la dernière chance. Merci de réserver à Riposte vos premières réactions. 100 engagements ont été pris devant les Français et devant ce peuple de gauche qui a participé à 5000 débats participatifs. Donc, Ségolène Royal a restitué ses propos, ce qu'elle a entendu. D'ailleurs, elle disait tout à l'heure, j'ai entendu, je vous ai entendu dire, etc. etc. Vous y étiez, et moi aussi. On n'était pas les seuls. Il y avait combien de monde d'après vous ? 15 à 20 000. 15 à 20 000, c'est vrai, selon la police ou... Disons 15 000 selon la police et 20 000 selon les organisateurs. Enfin, en tout cas, beaucoup plus qu'il n'était espéré. Donc, on va prendre on va regarder quelques images tout de suite. Regardez. Avec moi, plus jamais la politique ne se fera sans vous. C'est forte de cette phase d'écoute et soucieuse de respecter votre effort pour prendre la parole que je me sens aujourd'hui en mesure de vous proposer plus qu'un programme, un pacte d'honneur, un contrat présidentiel que je propose à tous et à toutes, les plus vulnérables comme les plus forts, ceux qui sont nos partisans depuis toujours et ceux qui ne le sont pas. C'est quoi la différence, M. Hollande, entre un pacte présidentiel et un programme ? D'abord, qu'est-ce qui s'est joué aujourd'hui ? C'est en fait l'entrée en campagne effective de Ségolène Royal. Vous avez dit dans un discours, devant une salle surchauffée ce matin, tout commence aujourd'hui. Oui, parce que jamais une campagne n'a commencé aussitôt. Nous sommes le 11 février. C'est très tard. Vous avez cette impression. Oui. Les Français, je ne sais pas. Mais l'élection, premier tour, elle est prévue le 22 avril. Ce détail, second tour, le 6 mai. Oui. La dernière fois, en 2002, nous avions commencé, si je puis dire, mi-février. Déclaration de candidature de Jacques Chirac. Puis, une semaine plus tard, celle de Lionel Jospin. Présentation par Lionel Jospin de son programme, c'était mi-mars. Et nous sommes le 11 février cette fois-ci. Ségolène Royal a été investie au mois de novembre. J'ai cru comprendre que Nicolas Sarkozy était entré en campagne le 14 janvier. Donc ça a commencé très tôt. Et alors ? Et nous avions voulu, parce que nous avons le respect de la parole des Français, engager cette phase de démocratie participative. Oui, d'écoute, de compréhension, de dialogue. Avant comme même, s'il fallait, on ne sait pas, on n'a pas de conviction soi-même, il faut écouter ce que disent les gens. Pour, comment vous expliquez ça ? Ça compte plutôt. Vous l'avez jamais fait vous-même, si ? Comment ? Mais on ne fait qu'écouter quand on est élu. Écouter, d'accord. Mais là, on a solennisé l'écoute. Oui, mais il le fallait faire que nous avions le temps, 3 mois de campagne, donc il fallait au moins, pendant 3 semaines, 1 mois, avoir des débats avec les citoyens, ce qu'on a appelé les rencontres participatives. Et Ségolène Royal s'en est inspirée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'entrée en campagne sur la base d'un pacte présidentiel, c'est-à-dire d'un engagement, d'un contrat. Et maintenant, on va pouvoir avoir un débat qui ne sera plus sur le vol d'un scooter, l'utilisation des renseignements. Non, mais j'ai avec tristesse que votre fils aussi a eu son scooter. Il y a longtemps, il s'était fait agresser. Oui. Mais justement, je ne veux pas rentrer dans ce type de discussion. Non, je veux dire que cette anecdotisation de la politique, cette médiocrisation de la campagne, avec l'utilisation des services de police, bref,
Tout cela, doit être mis de côté. Et on doit avoir maintenant une explication, bilan contre bilan. La gauche a un bilan, elle ne peut pas dire qu'elle arrive intacte. Elle a gouverné le pays depuis 1981 3 fois. Elle a à en rendre compte. La droite a un bilan, elle a gouverné le pays depuis très longtemps, et là, depuis 5 ans. Elle doit en rendre compte. Nicolas Sarkozy, c'est le candidat sortant. Il est donc légitime que chacun vienne pour justifier ses choix. Et puis, on doit avoir un débat projet contre projet. Pacte présidentiel de Ségolène Royal, il est connu aujourd'hui. Projet de Nicolas Sarkozy, pour une part, il est connu par telle ou telle déclaration, même s'il n'y a pas encore la cohérence et la globalité. Puis il y a d'autres candidats que je ne veux pas oublier. Eh bien, les Françaises et les Français doivent être juges de maintenant les propositions qui sont faites. Mais alors, d'après vous, contrairement au programme de Lionel Jospin en 2002, est-ce que vous diriez que le programme de Ségolène Royal est vraiment socialiste ? Oui, il s'appuie sur le projet socialiste, mais il dépasse aussi nécessairement le projet des socialistes. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord des forces politiques qui nous soutiennent, qui n'étaient pas derrière, hélas, Lionel Jospin en 2002. Radicaux de gauche, Jean-Pierre Chevènement. Bon, déjà, Christiane Taubira, elle a réussi à rassembler. C'est la condition indispensable. Ensuite, débat participatif. Vous ne pouvez pas dire « je n'en tiens pas compte » puisque j'ai écouté et Ségolène Royal a fait en sorte que finalement ce qu'elle avait entendu puisse être pris en compte. Puis enfin, il y a la personnalité de chaque candidat. Tout le monde est un peu sceptique. Comment ça va parce que ça remonter, change. ce que je dis, il y a une sorte d'incrédulité par rapport à ça. Vous savez bien. Il y a une forme d'habitude. Finalement, de cynisme. Aux yeux les hommes politiques, ils n'écoutent personne de toute façon. Oui, mais peut-être qu'il y a une forme de répétition. Finalement, on vient, des projets ont été adoptés par les partis politiques, un homme, une femme vient les asséner au pays, et puis finalement, il n'y aurait pas à en discuter. Parce que nous avons fait, c'est parce qu'elle a voulu faire, et donc maintenant, nous avons un pacte présidentiel qui, lui, va être un contrat avec les Français. Mais est-ce qu'il y a une proposition qui serait venue à la suite de ces débats participatifs ? C'est vraiment une chose à laquelle Ségolène Royal n'avait absolument pas pensé. Elle s'est dit, tiens, j'écoute ça, c'est formidable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Il y a une parole, en tout cas, qui a été prononcée de multiples fois, c'est que les Français ne croient plus aux indices des prix. Vous leur dites, vous savez, l'inflation n'augmente pas. Je vous dis non, moi, dans ma vie quotidienne, je ressens la vie chère. Et donc, je n'ai pas confiance. On accuse l'euro, on accuse tel ou tel mécanisme de distribution. Je n'ai plus confiance dans l'indice des prix. Et sans doute qu'il y a là une part de réalité. Il faut donc construire des indices de prix qui correspondent au budget réel de chaque catégorie de Français. Un smicard n'a pas la même structure de dépenses qu'un cadre supérieur ou même qu'un fonctionnaire de catégorie B ou A. Donc il faut qu'il y ait là... La vie est chère, mais pas pour tout le monde pareil. Parce qu'on ne consomme pas les mêmes produits selon son niveau de revenu. Et quand on fait en sorte de revaloriser un SMIC, une petite retraite, une prestation, on doit s'adapter à ce qu'est la réalité de la vie chère. Les loyers ont considérablement augmenté, et notamment pour les catégories modestes et moyennes. Le prix de l'énergie a considérablement progressé, le prix du pétrole l'expliquant. Donc il est tout à fait décisif de répercuter ce qui est une réalité dans la progression des rémunérations. Sans proposition, sans engagement pris par Ségolène Royal devant les Français, s'il y en avait une comme ça, c'est un jeu absurde, qui vous paraît symbolique du reste. Je pense qu'il y en a une forte, c'est travailler tous. On nous dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Mais commençons déjà par travailler tous. Travailler tous, ça veut dire quand vous dites à un chômeur qu'il faut travailler plus pour gagner plus, lui il dit « je veux travailler ». Quand vous demandez, par exemple, il faut travailler plus... Vous avez relevé qui le disait. Celui qui est à temps partiel, il faudrait bien travailler à temps complet avant de savoir s'il faut qu'il travaille encore plus. Il faut d'abord travailler avec un vrai contrat. Déjà commencer à travailler. Oui. Commencer ou travailler pleinement sur un vrai contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Pour celui qui est victime d'un plan social, d'une délocalisation, ce qu'il veut, c'est garder son travail. Donc, avant de dire qu'il faut travailler plus avec le recours aux heures supplémentaires, il faut d'abord travailler. Et donc, il y a une proposition, c'est la sécurité des parcours professionnels. Ça veut dire quoi ? On perd son emploi. On a finalement la solution du chômage. On va y rester souvent longtemps, trop longtemps. Il y a un indice d'ailleurs qu'il faudrait mesurer. C'est la durée du chômage, pas simplement le niveau du chômage, le nombre de personnes au chômage. Mais combien de temps on reste au chômage ? Et donc l'objectif qu'il faut avoir, c'est de rester le moins longtemps possible au chômage. Donc quand on perdra son emploi, suite à un licenciement, à un plan social, eh bien il y aura
un contrat qui sera passé entre le service public de l'emploi et le salarié licencié concerné, donnant une rémunération, lui garantissant donc un revenu, avec une obligation, le suivi d'une formation, d'une qualification, d'un accompagnement. Et c'est vrai, lorsqu'un reclassement est proposé, un emploi est offert, alors, bien sûr, la contrainte de le prendre s'il correspond à son niveau de qualification et de rémunération. Faisons un petit flashback, si vous voulez bien. On a tous parlé, tout le monde a parlé de trou d'air dans la campagne de Ségolène Royal, ça n'allait plus du tout. Alors tout le monde disait ça. Alors à quoi c'est dû selon vous? Je vais vous proposer plusieurs trucs, vous allez me dire à quoi vous pensez. Une campagne mal organisée, bon. Une erreur de casting, ça n'aurait pas dû être elle, peut-être, je sais pas. Hein. On se serait trompé de candidate, quoi. Bon, à quelques gaffes et bourdes, enfin on ne va pas en faire la liste, mais enfin il y en a eu un certain nombre. En tout cas, ça a été dit comme ça, hein, aux médias, au style, au rapace, ou à tout cela à la fois. C'est un petit jeu. Si vous me dites qu'il n'y a pas eu de trou d'air, c'est comme le... Je ne vous ai pas dit cela. Non, c'est vrai. Je n'ai pas commencé à le dire. D'accord, allez-y, je vous écoute. Donc, Ségolène Royal a été portée pendant toute une période. Ce qu'elle disait était toujours considéré comme formidable, original, différent, neuf. C'est un mouvement qu'on connaît bien. Puis ensuite, et la presse était très favorable. Et ensuite, elle est désignée par les socialistes, et de belle façon, après une procédure qui a fait plutôt la fierté de la gauche. Une primaire, les adhérents du Parti socialiste, 300 000 qui votent, et largement pour Ségolène Royal. Donc, à partir de ce moment-là, on regarde différemment. Elle n'est plus une candidate originale, elle n'est plus une candidate différente, elle est, rendez-vous compte, la candidate socialiste. Elle peut être, demain, présidente de la République. Alors... il y a une critique, il y a une exigence. Donc, pendant ce temps-là où elle était elle-même portée, elle l'est moins. Au moment où on attendait d'elle un programme et qu'elle dit « je vais faire de l'écoute et de la démocratie participative », qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi n'est-elle pas... un peu tempêté, honnêtement, entre nous. Il n'y a pas un moment où vous avez dit « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et moi, je suis dans un rôle qui n'est pas le sien. Elle est la candidate. Certes. Elle est... peut-être demain, si les Français nous font confiance, la prochaine présidente de la République. Moi, je suis le premier secrétaire d'un parti. Je dois faire en sorte qu'il soit mobilisé. J'ai peut-être une autre échelle de temps. Mais c'est elle qui imprime le rythme. C'est elle qui dit, moi, candidate, il y a un moment où vous décide... allez, quoi, hein? Eh bien, ce moment est arrivé. Très bien. Vous vous êtes dit, in petto, allez, ça suffit, hop, c'est arrivé. C'était le bon moment. Ouais. Il arrive un moment où il faut passer d'une phase... C'est absolument indispensable. Et elle a eu raison de la décider, cette phase, à une autre, qui est maintenant la phase de confrontation et de conviction. On a beaucoup confrontation parce qu'il faut faire un rapport. On ne choisit pas une personne par rapport à une autre. On choisit un projet par rapport à un autre. Il y a deux projets. Je ne veux pas caricaturer les autres candidats. Je ne suis pas sûr qu'ils seront au second tour. Mais il y a deux projets possibles. Et je souhaite qu'il y ait un second tour qui soit clair entre la gauche et la droite. Non pas parce que j'ai une culture binaire, mais parce que quand ce n'est pas la droite contre la gauche, c'est qui? La droite contre l'extrême droite, qui veut revivre ça? La droite contre la droite, qui peut penser que ce serait un progrès collectif pour la République? La gauche contre la gauche, je n'y crois pas beaucoup. Donc, ça doit être la droite contre la gauche, avec l'intérêt général comme perspective. Ensuite, le président, la présidente qui sera élue, sera forcément président ou présidente de tous les Français, mais à partir d'un projet. Donc, je souhaite qu'on confronte ces deux démarches, ces deux projets. On a beaucoup parlé de friction entre vos deux états-majors, l'état-major du Parti Socialiste, votre entourage, et l'état-major de Ségolène Royal. Ça ne marchait pas, ça rappelait Matignon, vous savez, Jospin, en 2002. Ça recommence à se bagarrer. Tout le monde disait, ça recommence. Non, ce qui se passe toujours dans une campagne, c'est le calage entre une candidate qui doit avoir sa liberté, qui doit garder son rapport avec les Français, et les partis qui la soutiennent, en l'occurrence le Parti Socialiste. Oui. Et donc moi j'ai fait en sorte qu'on puisse caler ces deux démarches. Ça n'a pas été essayé. C'est jamais simple. C'est jamais simple parce qu'un parti veut toujours s'approprier son candidat ou sa candidate. Et une candidate ou un candidat est tenté de s'échapper. Mais moi je veux rappeler que Ségolène Royal, c'est la candidate soutenue par le Parti socialiste. Je fais ce rappel parce que quand on entend Nicolas Sarkozy, on a l'impression qu'il n'est plus de l'UMP. Il nous dit « je suis plus de droite, plus de gauche, c'est fini, j'ai changé ». Je dis souvent, s'il a changé, c'est qu'il n'était pas bien avant. S'il a changé, c'est qu'il peut ne pas être bien après. Mais je dis surtout qu'on ne peut pas fuir son identité. On doit vouloir s'adresser à tous les Français, mais ne jamais gommer, effacer, cacher ce qu'est finalement son projet politique. Et quand il se dit fils spirituel, enfin quand il parle, il se réclame presque de Blum et de Jaurès par moment. Enfin, hein, ça vous énerve? Donc ça m'amuse. Ça vous amuse? J'ai fait souvent cette observation. Je crois qu'il a été maire de Neuilly pendant des années. Cherchez le boulevard Jean Jaurès, la place Léon Blum, le quartier François Mitterrand.
vous ne le trouverez pas. Alors, dans une campagne, je ne me plains pas finalement qu'on cite la gauche comme finalement les références de l'histoire contemporaine. Quel plus bel hommage. Mais après, il faut en être digne. On ne peut pas être pour Jaurès et remettre en cause le droit de grève quand Jaurès s'est battu pour l'arracher. On ne peut pas être admirateur de Blum qui a fait les congés payés, les 40 heures, et puis être finalement celui qui va stigmatiser les 35 heures. On ne peut pas admirer François Mitterrand. J'ai cru comprendre qu'il en était arrivé là, même Nicolas Sarkozy, et remettre en cause la retraite à 60 ans ou l'impôt sur les grandes fortunes. Puis j'ai trouvé que c'était très désobligeant. Pour Giscard, parce que finalement Giscard, il appartient au patrimoine de la droite, et peut-être davantage. Chirac. Désagréable pour Balladur, qui a été son maître à penser, à Nicolas Sarkozy. Et puis pas gentil pour Chirac. Vous voyez, c'est presque moi qui suis obligé de dire quand même, quand on a ces références-là, Giscard, Balladur, Chirac, on les met en avant, on les utilise. Quelle grandeur d'âme, vous êtes formidable, vous êtes les réparateurs. Non, j'essaie de dire que chacun a son histoire, même si nous sommes tous des héritiers de la grande histoire de France. Il y a quelqu'un qui vous écrit une lettre. Si vous voulez bien vous retourner, là, elle est là pour vous. C'est un sûr, écrivain. Ah oui, je vous assure que c'est pour vous. Regardez. Si vous voulez bien la lire simplement à haute voix pour qu'on en profite un peu nous aussi. Alors, vous le connaissez, l'auteur? Denis Tignac. Denis Tignac, écrivain, journaliste, directeur d'édition de la Table Ronde, corrézien. Vous le croisez souvent à Tulle et il a beaucoup de talent. S'il vous plaît, monsieur. Alors, je le lis, si c'est pas trop indiscret. Non, vous êtes le chef élu du principal parti d'opposition. Et vous n'êtes pas le candidat de ce parti à la présidentielle. Je le confirme. Cette incongruité stupéfie les Corésiens. Que la candidate du Parti socialiste soit votre compagne ajoute à la perplexité. La manipule-t-il, tel Mazarin avec Anne d'Autriche? Se venge-t-il ou se venge-t-elle sur son dos de l'antique suprématie masculine? En tout cas, ils sont convaincus, les Corésiens, que votre salut politique implique sa défaite, voire sa déroute préélectorale. Pour l'heure, on connaît à Tulle un parfait disciple de Chirac, aussi enjôleur, aussi rat-soc, flingueur à l'occasion. Mais vous, me décrire. Bref, un patron. Flingueur, oui. Mais à Paris, vous êtes qui? Vous faites quoi? Si le trou d'air devenait un gouffre, iriez-vous enfin au combat, sans masque, sous votre propre patronyme? Denis Tignac. Alors, donc je veux vous d'abord merci pour les compliments, mais qui sont peut-être autant de flèches dirigées contre une autre. Et pourquoi elle et pas vous, il vous dit, en gros? Mais bien sûr que je suis le premier secrétaire du Parti socialiste. Ça aurait pu être moi, le candidat. Vous y avez pensé? J'y ai pensé. Vous l'avez déclaré, j'y pense. Être premier secrétaire n'empêche rien. Y a-t-il meilleure préparation à l'exercice des responsabilités? Nouvel Observateur 2004. Et c'était possible. Oui, vous étiez l'homme de tous les succès du Parti socialiste. On avait gagné les élections régionales, les élections européennes. J'avais moi-même provoqué un référendum dans mon propre parti pour savoir si nous devions répondre oui, non. Mais il s'est trouvé qu'en 2005, il y a eu le référendum devant le pays avec cette question du traité constitutionnel. Et moi, j'ai un principe de responsabilité. Ce n'est pas la réponse qui est venue de notre propre électorat. Alors mon devoir, comme nous nous étions divisés, ceux qui étaient pour le oui, ceux qui étaient pour le non, mon devoir de premier secrétaire, de la force principale de l'opposition, ça a été de la rassembler, de la synthétiser, de la dépasser, cette querelle du oui et du non, et de faire en sorte que nous puissions nous présenter de la meilleure des manières à l'élection présidentielle. Et comme j'ai considéré que je n'étais pas forcément le mieux placé pour être candidat, qu'il y avait peut-être d'autres qui pouvaient y prétendre, alors, parmi d'autres, et donc j'ai organisé, et j'en suis fier, une procédure, une primaire démocratique. Il vous compare à Mazarin, vous avez vu un moment. Oui, mais je ne manipule, je ne manipule personne. Vous ne manipulez personne. Non. Vous utilisez quelqu'un? Est-ce que vous avez utilisé à un moment Ségolène Royal contre, d'une façon, Jospin, Strauss-Kahn, Fabius? Non, mais franchement, on peut comprendre du stratège que vous êtes. Non, ce ne serait pas de la stratégie, ce serait de la manipulation. Non. Donc je ne suis pas. Non, on peut utiliser sans le manipuler, non. Mais en tout cas, ce n'est pas ma conception de la politique. Si j'avais pensé pouvoir être celui qui pouvait être candidat, même si j'en avais, pardonnez-moi de l'immodestie, à la fois la légitimité de mon parti et en même temps sans doute la capacité, mais j'ai considéré qu'un autre, en l'occurrence une autre, pouvait faire mieux que moi dans cette élection-là. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la division des socialistes sur la question référendaire, j'aurais été ce candidat. Vous le regrettez parfois, il vous arrive de le regretter en vous rasant, comme vous vous dites, j'aurais pu. J'ai bien plus à faire en me rasant que ça, mais je ne suis jamais dans le regard sur le passé. Jamais? C'est sérieux, ça? Je ne suis jamais dans le regret, je ne suis jamais dans le remords. Vous me direz, je regarde
Non, je n'ai pas un truc. Je regarde l'avenir. Et moi, je considère que maintenant, mon échéance, c'est pas de savoir ce que j'aurais pu faire, c'est de savoir si nous allons offrir à la France la possibilité d'un changement. Et ça se fera le 22 avril, parce qu'il faut être au second tour. Je le rappelle, parce que nous ne l'avons pas été la dernière fois. D'accord. Et je ferai en sorte que nous puissions gagner l'élection présidentielle. Vous vous rendez compte à que gauche, votre couple est un objet de curiosité nationale? Moi, j'essaye de distinguer la vie personnelle de la vie politique. Bien sûr, mais enfin, vous savez bien que ça fascine tout le monde, cette histoire-là. Et en même temps, on vous rend hommage. Je vous dis, enfin, voilà un homme qui est débarrassé de tout bachisme en même temps. C'est vrai, parce qu'on se dit, on ne va pas dans un dîner, un déjeuner, une famille française qui ne s'interroge sur la nature exacte de vos relations. Est-ce qu'ils se disent tout? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Enfin, je sais que c'est pas bien de ma part, je sais que je ne devrais pas. Mais enfin, quand même. Je laisse les commentaires, et moi, je fais mon travail, parce que c'est ce que les socialistes exigent de moi, ce que les Français demandent à la vie politique, c'est de faire en sorte que nous soyons dans le débat d'idées, les projets, les propositions, la confrontation démocratique. Mais vous vous rendez compte de l'inédit de votre situation? Mais oui, laissons l'inédit. Ce qui compte, c'est parce que il se trouve, premier secrétaire du Parti socialiste, que Ségolène Royal est candidate. Sans précédent. Eh bien, nous avons à faire ce que les électeurs décideront. C'est absolument étonnant quand même comme histoire. Si le trou d'air devenait un gouffre, vous dites de Nitignac, irez-vous au combat sans match, c'est-à-dire vous-même? Mais je suis dans le combat. Moi, je mène campagne. Est-ce que vous présenteriez si ça écoutez, si je y serais a un même problème? Est-ce que vous avez pourquoi songé? Je sais pas. Mais je n'ai même pas songé à cette hypothèse. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit là aujourd'hui? Les sondages seraient moins bons. Oui. Mais il y a un mois, Ségolène Royal était quasiment élue avant que les premiers sondages soient publiés. C'était elle, forcément elle. Là, maintenant, depuis 15 jours, on nous annonce Nicolas Sarkozy élu dans les sondages. D'ailleurs, lui-même se rengorge, se regarde, s'admire, se vante. Il devenait fanfaron. Un peu fanfaron, considère qu'il est déjà non plus ministre de l'Intérieur, alors qu'il l'est en étant d'ailleurs candidat, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Mais là, il se voit déjà président, avant même que la campagne n'ait vraiment commencé, que les électeurs ne se soient prononcés. Attendons. Donc aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que Ségolène Royal, candidate choisie par les socialistes, mais maintenant appuyée par beaucoup d'autres, soit la plus haute possible au premier tour de l'élection présidentielle. Votre salut implique sa défaite, dit toujours l'auteur corrézien. Et pas seulement corrézien. Oui, mais là, alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez? C'est un mauvais service rendu aux Corésiens que de penser que le bonheur de l'un supposerait le malheur de l'autre. Non, mon bonheur, voyez-vous, mon bonheur suppose qu'il y ait une grande victoire pour la gauche. Vous vous rendez compte? Depuis 12 ans, c'est Jacques Chirac qui est président de la République. Il a été élu sur une promesse qu'il n'a jamais honorée, la résorption de la fracture ou la réduction de la fracture sociale. Et puis en 2002, il s'est passé, je n'y reviens pas, hélas, le pire. Et maintenant, moi, je serais dans je ne sais quelle hésitation, trouble, remords, mais je ne serais pas digne de la conception que j'ai de la politique. Vous êtes content? Mais vous êtes content. Je suis d'abord content pour elle, pour la France, pour le changement que ça va provoquer, et en même temps, je ne suis pas là en train de me dire... Le Parti socialiste, c'est bien ça? Oui, je quitterai le moment venu le Parti socialiste. C'est comme ça que dit le ministère de l'Intérieur. Enfin, je le ferai de bonne manière, c'est-à-dire que je ne ferai pas une confusion des gens. D'accord. Et je ferai en sorte que, après, les socialistes, la gauche, puissent réussir. Il ne s'agit pas de gagner une élection. C'est souvent d'ailleurs... Et s'il appelle à l'élection, vous restez au Parti socialiste? Nous verrons ce que nous avons à faire. Enfin, en principe. Mais il y aura sans doute des défis à relever. D'abord, le premier défi qu'il y aura à relever, ce sont les élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. Il faudra bien que, quoi qu'il se passe, d'ailleurs, je le ferai, nous ayons une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. On écoute encore une fois votre candidate. Ensuite, on retrouve Rachida Dati, la première rencontre de la soirée. Encore une fois, Ségolène Royal. Regardez. Il y a la violence dans les quartiers. Où en sont-ils, les quartiers, un an après les émeutes? Est-ce parce qu'on les entend moins? Est-ce parce que la machine à images a cessé de s'intéresser à eux et de concentrer sur eux son faisceau de lumière que le problème est résolu? J'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras-le-corps. J'en ai la ferme volonté, je l'ai là, chevillé au corps, parce que je sais, au fond de moi, en tant que mère, que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France, ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Et je veux que tous les responsables politiques soient aussi comme cela. C'est comme cela que nous réussirons à régler ce problème. Cet avenir, il est là
il est devant nous et nous avons l'obligation, l'ardente obligation de réussir. J'en fais aujourd'hui devant vous le serment. Vous êtes là pour que je tienne ma parole et cette parole, nous la tiendrons ensemble. Eh bien écoutez, François Hollande, voici donc Rachida Dati. Rachida Dati, bienvenue sur le plateau de Riposte. Rachida Dati, vous êtes donc magistrate et vous êtes la toute nouvelle porte-parole de Nicolas Sarkozy. Donc vous avez écouté le discours de Ségolène Royal. Enfin, quelles sont vos premières réactions? François Hollande est devant vous et prêt à vous répondre immédiatement. Ce qui me frappe dans ce discours, c'est vrai qu'il y a une série de mesures et de dispositions. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'il a fallu attendre autant de temps pour se rendre compte finalement que c'est juste la réalité des Français et la difficulté des Français qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, que les Français évoquent dans leur quotidien et dans la manière dont ils le manifestent. Donc il n'a pas fallu attendre, en tous les cas pas une échéance aussi courte. Et d'autre part, moi je trouve que, en tous les cas à titre personnel, mon engagement dans la vie politique aujourd'hui, alors évidemment sous une étiquette et pour un candidat, je trouve que pour la France et les Français, ce qu'on attend, ce sont des valeurs, des principes, des convictions. Et alors, vous n'avez pas eu votre compte de valeurs, de principes et de convictions? Non, il ne ressort aucune valeur. Je ne sais pas quelles sont les valeurs de Mme Royal. Je ne sais pas quelles sont les valeurs, les convictions de Mme Royal. En tous les cas, ça ne ressort pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que cette jeunesse attend, parce qu'on vient de voir directement, élément, alors, et ce que les Français attendent, je trouve, c'est quelles sont les valeurs, sur quoi on se base et comment on voit la France à cette échéance qui est une échéance importante. Vous n'avez rien entendu? Moi, ça ne transparaît pas dans ce que j'ai entendu cet après-midi et dans le discours que j'ai entendu cet après-midi. Néanmoins, vous avez une excuse, je ne vous en veux pas. Vous n'étiez pas à la réunion de Villepinte puisque vous étiez à la mutualité avec Nicolas Sarkozy. Donc vous n'avez pas pu percevoir, saisir tout ce que nous disions, et notamment Ségolène Royal. Les valeurs, parce que vous avez raison, je pense que quand on se présente devant le pays à l'occasion d'une élection présidentielle, c'est pour affirmer sa conception, ses principes. Le premier principe, c'est l'égalité. On ne peut pas accepter que sur notre sol, il y ait des hommes, des femmes, des jeunes notamment, des quartiers qui soient relégués, abandonnés, parfois sinistrés. Je ne parle pas simplement de la délinquance ou de la violence, mais de ce sentiment d'être délaissé par la République. Donc le premier principe, c'est l'égalité. Mais une égalité qui n'est pas simplement promise, une égalité qui est respectée. Le second principe de Ségolène Royal et des socialistes... Sur l'égalité, François Hollande, juste un mot. Vous dites que la gauche a tout raté sur ce plan-là. Par exemple, on vous dit marche des beurs, oh là là. On vous dit SOS racisme, oh là là. Pourtant, François Hollande en est un départ. Hein. Les emplois jeunes, oh là là. Rien ne vous a convaincu dans ce qu'a fait la gauche sur le principe de l'égalité républicaine, de justement, vous prenez oui. deux mouvements qui, effectivement, SOS racisme, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était un mouvement de gauche, c'est vrai. Encore très récemment, et avec son président Dominique Sopo, on a travaillé main dans la main, notamment pour gérer l'affaire de Cachan. Oui. Et on a travaillé avec Dominique Sopo et on travaille avec SOS Racisme, on a des valeurs communes. Oui. Je trouve qu'effectivement, de dire l'égalité, oui. Moi, je suis d'accord avec les principes que vous indiquez, mais quelle est la réalité aujourd'hui? Et juste pour terminer, on a un tel fossé, et je trouve que la gauche, pardonnez-moi, c'est une responsabilité collective, je ne dis pas que la droite ensuite a mieux fait, je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est le bilan de tout ça. Il y a un vrai fossé entre les valeurs et les principes qui sont inscrits dans les textes de cette France qui m'a tout donné, vu d'où je viens, ne serait-ce qu'en termes d'éducation, de formation. Vous avez une famille de 11 enfants, oui. Chalon-sur-Saône. Donc aujourd'hui, il y a un vrai fossé. Oui. Et en ce qui concerne la marche des beurs, parlons-en. La marche des beurs, c'est une génération quasiment avant la mienne. Moi, je me suis dit, c'est pour ça que j'attire l'attention des jeunes qui habitent notamment dans ces quartiers dits difficiles. La marche des beurs, c'était quoi? Pour nous, ça nous faisait rêver. Moi, je passais mon bac à cette époque, et je me dis, c'est vrai, c'était une marche pour l'égalité des droits en 83. Et que sont devenus ces leaders, M. Hollande? Que sont devenus leurs combats? Que sont devenus leurs convictions? Rien. La gauche n'en a rien fait. Est-ce que vous savez ce que sont devenus ces leaders? Renseignez-vous. Non, mais oui. Juste, pour terminer. Oui, ces leaders, vous savez ce qu'ils sont devenus? Certains se sont repliés sur eux-mêmes, sur un aspect très radical. D'autres se sont perdus. Qu'est-ce qu'il en est resté? Je trouve qu'à cette époque, évidemment, dans ces quartiers, on pouvait être de gauche pour les principes et les grandes valeurs. Aujourd'hui, je trouve que la droite, et quand j'ai entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy qu'il faut donner plus pour ceux qui ont moins,
Quand il parle de discrimination positive à la française, c'est le premier qui a porté ce concept. Et il a été attaqué. Réponse à François. Donc déception, Non, attendez, voilà. On revient au principe et à la réalité. Oui. Le premier principe, je l'ai dit. Je vais revenir. Premier principe, c'est l'égalité. Elle n'est pas respectée. Deuxième principe, c'est l'éducation. Oui. Il ne peut pas y avoir, et votre succès professionnel le confirme, il ne peut pas y avoir de sortie vers le haut sans avoir justement ce que l'éducation, l'école républicaine peut apporter à toutes les jeunesses de France. Et puis le troisième principe, c'est le principe de laïcité. On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas le respect des convictions, des consciences, mais en même temps l'obligation de ne pas rentrer dans une logique communautaire. On n'est pas dans une logique communautaire. Non, attendez, je ne vous ai pas accusé. Je vous accuse de rien. Attendez, je termine. Je ne suis pas une habituée de la non, mais je ne vous ai pas. Mais sur le communautarisme, on peut en parler. Non, mais attendez, je termine. Vous dites, Nicolas Sarkozy, vous avez le droit de le soutenir, et vraiment, vous avez même du courage, parce que c'est pas si simple. Et vous aussi, pour Madame Royal. Non, quand on vient de ces quartiers, c'est pas si simple. Donc ici, je loue votre abnégation. Et quand même, vous nous parlez de discrimination positive. Oui. Vous nous parlez de faire plus pour ceux qui ont le moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques mois? C'était pas 6 mois. Vous voulez que je vous dise, monsieur Hollande ? Attendez, je n'ai pas terminé. Il s'est passé un mois de violence, d'émeutes urbaines comme jamais notre pays n'en avait connu. Mais vous pensez que c'était, ça n'avait rien de comparable. Mais vous pensez que ce qui a été l'image de la France, notre pays, parce que c'était pas dans un autre quartier que le nôtre, puisque nous habitons finalement dans les mêmes ensembles. Mais qu'il n'y ait pas eu de victime. Nicolas Sarkozy dit souvent ça, il n'y a pas eu de mort. Il y en a eu avant. Attendez, je rappelle qu'il y a quand même eu 2 jeunes à Clichy qui sont morts. Ça n'était pas pendant les violences urbaines. Non, mais c'est ce qui a déclenché les violences urbaines. Mais quand même, comment vous pouvez dire... Je ne mélange rien. Mais comment... Je vais revenir à la marche des beurs. Là, je parle de ce qui s'est passé il y a un an. Comment on peut dire que dans notre pays, tout irait bien, parce que la droite est au pouvoir depuis 5 ans, que Nicolas Sarkozy aurait mis la discrimination positive au cœur de son action, quand on a eu finalement cette révolte que je n'excuse pas, parce que je ne crois jamais bon de recourir à la violence. Mais quand on a eu cette révolte des quartiers, ces jeunes qui se sont à ce moment-là mis en colère et en brutalité et en violence par rapport à eux-mêmes ou par rapport à leur famille, je considère que c'est un échec considérable qui a été ainsi constaté. Alors vous me parlez de la marche des beurs, c'était en 1983. En 1983. Que sont-ils devenus leurs leaders ? Mais leurs leaders, écoutez, c'est pas de notre responsabilité de savoir que beaucoup de ceux qui étaient les leaders de ces moments-là... Ils étaient diplômés. Mais que cela... Parce que certains se sont réfugiés, vous l'avez dit, dans une dimension radicale ou communautariste. Je considère que c'est un danger et que notre premier rôle... Qu'avez-vous fait ? Mais on a tous... Moi, je ne suis pas là pour évacuer les responsabilités. Justement, on a tous, et Ségolène a eu raison de le dire, on a tous sous-estimé ce qui se passait dans ces quartiers. On a tous pensé que finalement, ce qui valait ailleurs vaudrait ici. Et que l'école, même si on ne lui donnait pas plus de moyens, ferait en sorte que les jeunes de ces quartiers s'en sortiraient. On a tous pensé que l'emploi n'avait pas à être considéré comme prioritaire dans ces quartiers, alors que bien sûr qu'il fallait le faire. Et nous avons quand même créé les emplois jeunes quand la droite les a détruits. Donc en plus, on a essayé d'avoir un rapport de police de proximité quand la droite a détruit, et notamment Nicolas Sarkozy, la police de proximité. Vous voulez que je vous dise, monsieur Hollande, depuis 2002, on a fait plus de 500 déplacements dans ces quartiers. J'ai pas vu beaucoup la gauche. Et je suis allée dans des municipalités de gauche. Quand je dis la gauche, je n'ai pas vu Madame Royal. Vous avez vu la gauche. Non, je n'ai pas vu Madame Royal sur le terrain. Je ne vous ai, monsieur Hollande, êtes-vous allé dans ces quartiers ? Vous plaisantez ? Êtes-vous allé à la rencontre ? Vous savez comment on vit dans ces immeubles ? Je suis à Bondy, je suis allé... Est-ce que vous êtes allé dans ces immeubles ? C'est normal. Est-ce que vous êtes allé dans ces immeubles ? Je vous confie que je ne suis pas ministre de l'Intérieur, que je ne suis pas candidat et ministre de l'Intérieur. Je vous dis simplement, monsieur Hollande, juste une chose. Vous parlez des emplois jeunes. Pourquoi ils ont été créés ? Souvenez-vous, quel a été l'objectif ? Quelle a été la philosophie des emplois jeunes ? Ce sont des contrats aidés. Ils étaient dans l'objectif d'aider les jeunes les plus en difficulté pour ces quartiers les plus en difficulté. 10%, l'objectif de Lionel Jospin, c'était de 20% pour ceux qui n'avaient pas le bac et dans les quartiers en difficulté. Moins de 10% n'avaient pas le bac. Ça a servi à quoi ? Ça a servi... Pourquoi vous les avez supprimés dans ces quartiers-là, notamment parce que ce sont des emplois d'assignation à résidence. Ce sont des emplois d'assignation en difficulté, monsieur Hollande. C'est-à-dire qu'on renforce ces gens, on les renferme dans leur difficulté. Vous les préférez au chômage ? Attendez, on est passé de quoi, monsieur Hollande ? Moi, ce que je vous dis là, c'est en tant que citoyenne aussi. Je vous dis simplement, on est passé de la politique des grands frères. C'est la gauche qui l'a créée. J'en ai été victime. Il y a eu la politique des grands frères. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les emplois jeunes. Les emplois jeunes, ça a été des assignations
a des difficultés Vous sociales. savez quel est le taux de chômage dans ces quartiers? Bien 40%. sûr, c'est pour ça que je vous Et vous dis ça. diriez qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas recréer des emplois tremplins, des emplois jeunes, des emplois soutenus et des emplois marchands aussi, heureusement, des entreprises qui devraient s'y installer? Laissez-moi terminer, monsieur Hollande. Je ne suis pas habituée à ce type de débat et encore moins de... On parle des questions qui sont essentielles. Je vous dis simplement, sur les emplois Présentes dans les tremplins, quartiers. vous deviez, la gauche avait dit dans les régions, plus de 100 000. Vous êtes à moins de 50 000. Ce sont des contrats aidés. Ce sont des nouveaux emplois jeunes. Ça a coûté 21 milliards d'euros, les emplois jeunes, à l'État. Bien sûr que si, monsieur Hollande. Vous savez, je ne vais pas faire des batailles de chiffres avec vous, c'est la réalité. Tout ce que je vous dis, pour sauvegarder cette jeunesse qui est diplômée, qui veut s'en sortir, quand ils arrivent dans des filières universitaires pour lesquelles il n'y a aucun débouché, et tout le monde s'en fiche, parce que la filière universitaire, c'est la filière gratuite par rapport aux classes préparatoires, par rapport aux grandes écoles. Donc la filière universitaire, c'est le seul accès pour ces enfants. On les met dans des filières bouchées, et quand ils ont des diplômes et qu'on ne sait plus quoi en faire, on leur donne des emplois jeunes, et on leur dit pendant 5 ans... Attendez, juste pour terminer. Et ces emplois jeunes, c'est quoi? Restez dans vos quartiers. Ce sont des assignations. C'est ce que vous appelez l'assignation. C'est l'assignation en difficulté. Monsieur Hollande, je sais de quoi je parle. Mais et je vous le dis. Alors, encore une fois, permettez-moi de vous donner un conseil. Ne reproduisez pas ce schéma. Non, mais je vais y venir. Je vous le dis, ne reproduisez pas ce schéma. Rien n'est pire dans ces quartiers que le chomage et la désolation. Rien n'est... On vous dit de rester... La politique des grands frères, c'est de les laisser dans les quartiers. Que la ségrégation et le ghetto. Oui. Rien n'est pire que l'assignation précisément à résidence. Donc chaque fois que l'on peut créer un emploi, qu'il vienne du secteur privé ou du secteur public, c'est un progrès pour ces quartiers. Donc chaque fois que l'on peut... Parlez avec ces jeunes, ils vont vous le dire, monsieur Hollande. Mais chaque fois que l'on peut offrir un débouché professionnel... Et quand ils font des études supérieures, c'est pas pour avoir un emploi jeune. Je vais y revenir. Je vous ai parlé d'emploi jeune et je vous ai parlé d'emploi dans le secteur privé. Il est très important qu'on... La filière universitaire, sur l'orientation. Faites attention de ne pas jouer aux politiques, puisque vous avez encore cette fraîcheur. Donc, faites en sorte que nous soyons au moins sur certains points en accord. Oui, il est possible, effectivement, que beaucoup de jeunes de ces quartiers ou d'autres quartiers soient effectivement conduits à l'université vers des filières qui ne soient pas professionnalisantes, qui ne débouchent sur aucun métier. Et donc, notre premier devoir pour toute la jeunesse qui est à l'université, c'est de faire qu'il y ait une orientation qui permette, non pas la sélection, mais qui permette de déboucher vers des filières. Une orientation sélective, il faut dire le mot, monsieur Hollande. Discrimination positive. Non, c'est autre chose. Vous pouvez prôner la sélection. Je ne crois pas que ce soit la bonne forme. Une orientation qui amène à l'emploi. Deuxièmement, donc ces jeunes, mais c'est d'autant plus important que ces jeunes ont des familles, sont issus de familles modestes, qui font des sacrifices considérables pour leurs études. Oui. Donc il est très important que tout l'argent public, privé, qui est consacré à leurs études, débouche de véritables emplois. Donc ça, c'est un point sur lequel on peut se retrouver en accord. Ensuite, il faut que des emplois soient proposés à ces jeunes. Pas forcément dans leur quartier, sortir justement. Heureusement qu'il faut que ces jeunes ne soient pas relégués. Les essentiellement dans les quartiers, monsieur Hollande. Mais quelquefois, c'est utile d'avoir des emplois. Je vais en prendre quelques exemples. L'accompagnement scolaire, c'est une proposition que nous faisons. L'accompagnement scolaire gratuit. Parce qu'on sait bien que pour C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Donc c'est pour ça que... Donc il ne faut pas faire un mélange. Il ne faut pas brader le métier d'enseignant. Ce n'est pas le métier d'enseignant, c'est l'accompagnement scolaire. Oui. Nous allons le proposer gratuitement. Nous allons faire en sorte que, pas simplement dans ces quartiers en difficulté, dans beaucoup de villes qui connaissent des problèmes d'échec scolaire, on puisse avoir un accompagnement scolaire gratuit, parce qu'on sait bien que c'est un écart, une inégalité considérable. Nicolas Sarkozy l'a proposé depuis 2002, l'a mis en place dans les Hauts-de-Seine. Que l'a-t-il fait pour tout le pays? Écoutez, si Nicolas Sarkozy est président des Hauts-de-Seine, j'en suis très heureux. On avait oublié ce grade aussi. Mais s'il avait pu, depuis 2002, le faire, nous n'aurions pas à le proposer. Donc, il l'a proposé dans son programme depuis 2007. C'est dans le cadre de la Convention d'éducation, monsieur. Pour l'instant, l'accompagnement scolaire n'est pas gratuit. L'accompagnement scolaire, hélas, est soumis aux règles du marché. Et ce sont des sociétés privées qui... font que certains élèves sont favorisés et d'autres ne le sont pas. Donc, tant mieux si c'est la même proposition. J'ai peut-être été discret, mais on n'a pas beaucoup parlé d'immigration cet après-midi. J'ai pas entendu. Monsieur Moiti, je voudrais juste préciser. Vous avez remarqué ça? Oui, mais juste pour terminer, pardonnez-moi, mais par exemple, je vais vous dire, parce que j'en suis assez contente, c'est justement pour parler de l'aide justement sur les conditions modestes. Vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, je le dis parce que ça peut aussi intéresser des jeunes, on a pris le ministre de l'Intérieur, donc Nicolas Sarkozy, a créé ce qu'on appelle des classes préparatoires intégrées pour des diplômés de conditions modestes, pour lesquels le ministère prend en charge la scolarité, le logement, pour préparer les concours de la fonction publique, et en particulier
commissaires et officiers, niveau Bac plus 3, Bac plus 5. Ainsi, des jeunes qui n'ont pas les moyens d'accéder au préparatoire, le ministère de l'Intérieur l'a pris en charge et c'est opérationnel depuis 2 ans. Voilà. Mais enfin, nous proposons que, par exemple, pour toutes les grandes écoles, il y ait des classes préparatoires qui soient aussi dans les lycées de tous les quartiers, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme les plus favorisés. Dites-moi, au sujet de l'immigration, je répète, dont on n'a pas entendu beaucoup parler cet après-midi à Villepinte, votre ami de toujours, Jacques Lang, conseiller spécial de Ségolène Royal, vient de dénoncer la lepénisation de Nicolas Sarkozy. Vous partagez son avis ? Je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie, oui, ça, je suis d'accord. d'une manière générale. Et c'est vrai que quand Nicolas Sarkozy a eu cette phrase, qui n'était pas une phrase qui avait été prononcée par des républicains, on aime la France ou on la quitte, j'ai considéré que ce n'était pas la bonne manière de s'adresser aux Français, voire même aux étrangers en situation régulière dans notre pays. Je pense qu'on aime tous la France. Et même ceux qui, quelquefois, ne l'aiment pas bien que français, parce qu'ils considèrent que la France ne leur donne pas ce qu'ils en attendent, eh bien, ceux-là, on a un devoir de les intégrer, et eux ont un devoir de s'intégrer aussi. Et donc, moi, je considère qu'on ne doit jamais reprendre les mots, les formules de ceux qui ne sont pas dans le camp de la République. Ce n'est pas exactement cette formule-là. Il a simplement dit et indiqué que quand un étranger vient en France, il doit accepter les valeurs de la République et les principes de la République. Ça, c'est bien et loin. non pas. Et ben voilà. Oui. Et donc, on n'utilise pas la formule. Et donc, de si les Jean-Marie Le valeurs Pen. et les principes de la République, Monsieur Hollande, faites attention à ce qu'on veut dire. Non, mais je crois qu'il ne faut pas utiliser. Vous vous exprimez comme vous le faites, en disant quand un étranger vient en France, il y a un contrat qui doit être passé entre l'étranger et la République. Ce contrat d'intégration doit effectivement d'abord obligé à l'apprentissage de la langue française, ensuite à scolariser ses enfants, à refuser la bigamie ou la polygamie, parce que ce n'est pas ici la loi républicaine. Et quand on n'accepte pas la loi républicaine, eh bien on est victime, ou on est plus exactement soumis à des sanctions qui sont celles prévues par la loi. Est-ce que vous attendiez, Rachida Dati, un discours plus à gauche, comme on dit, de Ségolène Royal? Oui, parce que je pense que ce discours a pour objectif de s'adresser à des militants de gauche, pour objectif de rassembler le Parti socialiste, plus que les Français. J'en ai eu le sentiment, mais... Comme vous ne disiez pas, je ne veux pas être désagréable, mais je vous inviterai la prochaine fois pour le commenter. Non, je pense Rendez-vous est pris, donc. C'était un discours qui plutôt s'adressait, et c'était d'ailleurs le cadre, aux Français qu'aux socialistes, même si on peut s'adresser aux socialistes et aux Français en même temps. Mme Rachida Dati, vous retrouverez. On peut en parler, Très bien. Alors, pour l'instant, nous allons on va continuer dans le débat, on va parler économique, social, avec Jacques Marseille. Mais tout d'abord, on regarde encore un extrait qui vous concerne d'ailleurs. C'est à vous de juger, Une émission que vous avez faite il y a quelque temps et qui a fait un peu parler d'elle. Regardez. Nous avons besoin des classes moyennes, nous avons besoin de les encourager, nous avons besoin d'aider ceux qui, le matin, font des efforts, ceux qui ont besoin d'aider leurs enfants et qui ne peuvent pas le faire parce que ce sont ceux qui ont le plus pâti de toutes les hausses d'impôts que vous avez fait. Vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Alors là, cette phrase « je n'aime pas les riches, j'en conviens », qu'est-ce qu'elle vous a poursuivi et qu'est-ce qu'elle va vous poursuivre encore? Je vous présente Jacques Marseille. Jacques Marseille, économiste, professeur à la Sorbonne, qui vient de publier chez Perrin les 100 chiffres pour ne pas voter nul en 2007. Vous connaissez sûrement, vous êtes déjà croisés, j'imagine. Donc les 100 chiffres pour ne pas voter nul en 2007. Jacques Marseille. Donc c'était au mois de juin dernier là que monsieur François Hollande a prononcé cette phrase. Que vous inspire cette déclaration plutôt inhabituelle dans la bouche d'un responsable politique? Bon, c'est son droit, je pense, de ne pas avoir de sympathie particulière pour les riches. Moi, ce que j'aimerais bien surtout, c'est de savoir quelle est la définition du riche, c'est-à-dire à partir de quel niveau situez-vous le niveau de richesse. On peut prendre un exemple. Si on prend les 1% des ménages qui sont le plus imposés à l'impôt sur le revenu, ça représente 450 000 foyers fiscaux, qui sont au-dessus de la tranche que vous avez fixée, qui était 4 000 € net par part fiscale. Donc si on prend cette tranche de 4 000 € net par part fiscale, c'est-à-dire un couple, ça fait 8 000 €, un couple avec 2 enfants, ça fait 12 000 €. Donc si on prend cette définition, il y a 450 000 foyers fiscaux, donc environ 1 million de Français riches, et ça correspond à peu près au nombre de Français assujettis à l'ISF. D'ailleurs, je vous félicite d'être assujettis à l'ISF, parce que c'est tout à fait légitime après une carrière comme la vôtre. Est-ce que vous pensez qu'on est riche à ce niveau-là? Alors d'abord, moi je n'ai pas jeté le discrédit sur une partie des Français qui ont bien de la chance d'être favorisés
mais auquel je ne souhaite pas... Chance. Est-ce qu'ils ont la chance d'être favorisés? C'est quand même, ils l'ont mérité, ils ont fait l'effort, ils ont travaillé, d'autres peut-être moins. Le produit de la rente peut quelquefois favoriser des situations, les successions peuvent arranger des états individuels. Bref, mais je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on ne pouvait pas accorder des baisses d'impôts à ceux qui ont le plus aujourd'hui. Je ne crois pas que notre pays soit en situation de faire des baisses d'impôts. L'état de l'endettement public, je pense que vous l'avez décrit dans votre livre, est tel dans notre pays que je pense que le premier devoir d'un responsable public est de commencer à désendetter l'ensemble des administrations. Ségolène Royal a commencé son discours comme ça. Attendez, je termine. Et accorder une baisse d'impôts, ce qui a été fait encore cette année, en 2007, aux plus favorisés, c'est en définitive faire payer à crédit, donc par les générations qui suivent, cet avantage fiscal. Donc moi, ce que je dis, et je fais partie de cette catégorie, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à payer plus d'impôts. Essayons de faire en sorte de stabiliser les prélèvements obligatoires. Et si nous pourrons les baisser, faisons en sorte que ce soit les catégories les plus modestes qui en soient les bénéficiaires. Mais on a surtout à éviter d'accorder des avantages fiscaux au moment, et aux plus favorisés, au moment où notre premier devoir devrait être de rétablir les comptes publics. Voilà ma démarche. Monsieur Marseille, c'est vrai vous que parlez de passion égalitariste de la France. Non, je vais reprendre un peu sur ce qu'a dit François, parce que c'est très important pour que les Français comprennent bien les enjeux. C'est vrai que j'ai été très surpris de voir Ségolène Royal, mais surpris agréablement, de voir Ségolène Royal évoquer l'endettement. Tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement. Bon, je crois que vous avez dit au début de cette émission, et je vous remercie de l'avoir dit, ça fait 25 ans, en fait, que, année par année, on est passé en dette de 200 milliards d'euros d'aujourd'hui, en 1980, à 1200 milliards d'euros aujourd'hui. Et je veux dire que vous avez rappelé, et je vous remercie de l'avoir fait, que les gouvernements de gauche ont été au pouvoir pendant 15 ans et les gouvernements de droite pendant 11 ans. Donc finalement, quand j'ai regardé la dette année par année, je veux dire que la responsabilité est assez équitablement partagée. Soyez même plus juste que ça. Même si je vous accorde que depuis 2002, ça s'est franchement pas arrangé, puisque la dette s'est accrue de 2000 euros par seconde. Vous voyez ce que c'est ? 2000 euros par seconde. Non, les Français qui regardent notre émission, ça doit être soyez encore plus juste, ça s'était stabilisé sous le gouvernement de Lionel Jospin. Avec de la croissance, mais attendez. Non, mais de la croissance. De 1997 à 2002, et ça s'est considérablement détérioré depuis 2002. Je vous l'accorde. Ça n'a pas diminué. Donc, les responsabilités ça a augmenté depuis 2002. Alors, aujourd'hui, je reviens. Il n'y a pas de polémique. Alors, il y a une question, en tout cas. Il y a un constat partagé, c'est que la gauche et la droite sont équitablement responsables. Bravo, la droite, bravo, la gauche. Aujourd'hui, les intérêts de cette dette sont le deuxième budget de l'État. Avec supérieur à l'impôt sur le revenu. Non, à peu près égal. Oui, à peu près égal. L'impôt sur le revenu est égal à peu près à 55 milliards d'euros et la dette annuelle de l'État. Vous savez que l'agence Trésor... Les seuls intérêts de l'agence. La question, elle vient tout de suite. Je prends les riches. Alors les riches, c'est les 1% des foyers fiscaux, on l'a dit tout à l'heure, les 450 000 Français. Si j'élargis, parce que vous aviez aussi proposé d'élargir à la deuxième tranche, ceux qui ont aussi bénéficié, ceux qui ont aussi bénéficié, enfin quand même 1 800 000 foyers fiscaux en plus, ce 1% des foyers fiscaux les plus riches contribuent pour eux seuls à 35% du montant total de l'impôt sur le revenu. Ils paient à eux seuls. Évidemment, votre proposition a été soutenue dans les sondages par 57% de Français, c'est tout à fait logique, puisqu'il y a 50% de Français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. Ils vous sont immédiatement acquis, cela, puisqu'ils ne le paient pas. Donc, moi, j'interromps là-dessus. Margaret Thatcher avait fait cette confidence à François Mitterrand. Elle lui avait dit, vous savez, pour les conservateurs, c'est très facile de gagner une élection. Il suffit d'annoncer une baisse d'impôts pour les plus favorisés, les pauvres finissent par y croire. Oui, alors là, vous dites, en tous les cas, il y a la moitié des Français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. Moi, finalement, vous savez, je trouve ça pas tellement républicain, finalement. C'est un des principes de 89 que tout le monde paye en proportion de ses revenus. Évidemment, les plus modestes paieraient peu, mais je trouve... Alors, la question que je vous pose, annulons les baisses d'impôts sur les plus riches. Ah bon, d'accord. Et donc, non, mais vous l'avez fait, cette proposition, j'allais dire... De combien, parce que les plus riches, en fait, 55 milliards d'euros, les plus riches assurent à eux seuls 35 milliards d'euros
d'impôt sur le revenu, de combien voulez-vous leur faire contribuer plus, alors que les intérêts de la dette sont annuellement de près de 45 milliards d'euros. De combien voulez-vous les taxer de manière supplémentaire? Non. D'abord, vous faites une erreur. Non, mais de combien voulez-vous les taxer de manière supplémentaire? Mais vous faites une erreur qui me surprend de votre part, de laisser penser que les Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu ne paieraient pas d'impôt. Ils paient la CSG, ils paient la CRDS, ils paient la taxe sur la... Attendez, on parle du seul impôt républicain qui compte. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Donc vous me dites, il y aurait que les Français soumis à l'impôt sur le revenu qui seraient des contributeurs du budget national. La contribution sociale généralisée, la CSG. Inventée par Michel Rocard, effectivement. Aujourd'hui, la CSG qui finance la sécurité sociale, elle rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire que la CSG, c'est un impôt proportionnel. Il est donc un impôt proportionnel, c'est pas un impôt progressif. On est d'accord. Qui vaut donc pour tous les Français, qui est finalement proportionnel à leur revenu, qui n'est donc pas aussi juste que l'impôt sur le revenu. Il rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Donc dire que beaucoup de Français échapperaient à l'impôt, beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui ne payent qu'un petit impôt sur le revenu, ou qui ne payent pas d'impôt sur le revenu du tout, ils payent la CSG. Ils paieront même le CRDS, qui est sur même les revenus d'assistance. Tout est touché par le CRDS. Bon, la TVA, c'est un impôt de consommation. Tout le monde paye la TVA. La TIPP sur le prix des carburants, tout le monde paye. Donc, quand on abaisse l'impôt d'une fraction de contribuables parmi les plus favorisés, dont vous êtes peut-être, dont je suis, on fait un avantage fiscal pour une partie très faible de la population. En revanche, depuis 2002, et là aussi vous ne pourrez pas me contester, les prélèvements obligatoires, ils ont augmenté d'1 point de la richesse nationale. C'est considérable. Ça veut dire qu'on a baissé les impôts des plus favorisés et on a augmenté toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les contributions de tous les autres. Alors vous me dites, qu'est-ce que je propose pour de combien voulez-vous Je dis tout simplement, pour la réforme qui s'applique en 2007, pour la réforme de 2007, que je trouve contestable puisque les Français vont voter. Eh bien, je leur dis, pour la catégorie supérieure, très haut revenu, eh bien, on n'augmentera pas leur impôt, on fera en sorte que la baisse d'impôt qui leur a été accordée soit reprise. C'est ça. Bon, d'accord. Mais alors, lui, il va dire malheureux riche que vous personnez, en fait. Ça représente, mais pourquoi pas, je veux dire, ça représente environ 8 000 euros par foyer fiscal, c'est pas l'enjeu. Vous comprenez bien que c'est pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur de l'endettement. L'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que nous puissions financer des dépenses publiques maîtrisées, que nous puissions financer notre budget social parce qu'il couvre un certain nombre d'aléas, que nous n'ayons pas pour cela à augmenter les prélèvements obligatoires des Français parce que le pouvoir d'achat serait amputé et que nous ayons dans le même temps à réduire la dette publique. Vous vous rendez compte? Moi, je ne fais pas des promesses comme Nicolas Sarkozy qui annonce, lui, vous devriez d'ailleurs vous en alarmer, le gendarmer si vous avez l'occasion de le faire, si je prends le mot à dessein, il annonce 4 points, lui, de baisse de prélèvements obligatoires, 70 milliards de baisse d'impôts. Il a même dit, je vais le faire en 5 ans, puis après il a dit, je vais le faire en 10 ans. Ce qui laisserait penser qu'il veut même être candidat à une succession qui n'est pas encore engagée. Monsieur Hollande, vous savez que Jacques Marseille, en parlant des 35 heures, dit que les 35 heures sont un crime contre les classes moyennes de notre pays. Bigre. Alors, où en est Ségolène Royal sur cette question qui passionne les Français? Alors, un crime? Monsieur moi, si vous voulez... vous avez dit un crime, réagissez. Non, je ne sais pas si le procureur veut aller jusqu'au bout, mais... je veux bien défendre ce que j'ai dit. Ça, j'imagine. Les 35 heures, je veux... Non, parce qu'on aimerait bien avoir... Je veux d'abord rétablir une vérité. La durée légale de travail, c'est 35 heures dans uniquement les entreprises de plus de 20 salariés. 60% des salariés dans les entreprises sont concernés par les 35 heures, puisque dans les PME de moins de 20, 40% des salariés, donc, ne sont pas aux 35 heures. C'est une durée légale de travail. J'entends souvent, notamment Nicolas Sarkozy, dire « mais on ne peut pas obliger les Français à ne travailler que 35 heures ». Mais aujourd'hui, il y a des contingents d'heures supplémentaires qui ont d'ailleurs été élargis par cette majorité depuis 2002. On était à 130 heures par an, on est passé à 180, maintenant à 220 heures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneur qui veut recourir aux heures supplémentaires et ne pas laisser ses salariés à 35 heures peut le faire très facilement. Il suffit d'appeler les heures supplémentaires qui sont, c'est vrai, davantage rémunérées. Alors maintenant, on nous dit il faudrait que les cotisations sociales, enfin c'est Nicolas Sarkozy qui le dit, les cotisations sociales ne soient plus appliquées aux heures supplémentaires. Ce qui voudrait dire qu'on travaillerait
plus, sans d'ailleurs avoir de droits sociaux correspondants, puisqu'il n'y aura plus de cotisation sociale pour la retraite, pour la santé, sur ces heures supplémentaires, ce qui aboutirait, si les employeurs étaient laissés finalement à leur liberté de recourir aux heures supplémentaires, que s'il y a une reprise de la croissance, ce que je souhaite, on recourt au maximum des heures supplémentaires, sans les payer. On embauche, sans payer les charges. Sans payer les charges, mais surtout, on n'embaucherait plus. Et moi, je suis pour qu'on travaille tous, c'est-à-dire que tous ceux qui attendent, jeunes ou moins jeunes, un emploi, puissent l'obtenir grâce à une reprise de la croissance, sans qu'une heure supplémentaire coûte moins cher qu'une heure normale. S'il y a un crime qui est mort, là, s'il y a un crime, dit M. Marseille, qui est mort. Non, la question des 35 heures est importante. Aujourd'hui, on se rend compte que les 35 heures, bon, vous ne l'avez pas voulu le faire, évidemment, mais le résultat, ça a été ça. Les 35 heures ont créé une sorte de deux France. Il y a la France des 35 heures et la France qui ne l'a pas. Il y a la France qui a profité des 35 heures et la France qui n'en profite pas. Et quelle est la France qui ne profite pas des 35 heures? Et celle qui, aujourd'hui, dit à 55%, ça nous a finalement pourri la vie et ça ne nous a pas arrangé, c'est les milieux les plus modestes. Ce sont les milieux les plus modestes qui souffrent des 35 heures. Vous êtes contre les milieux aisés, enfin contre, vous voulez les taxer davantage. Contre tout le monde maintenant. Non, vous voulez davantage. Sur les milieux modestes, les milieux ouvriers. Vous avez raison, attendez, de vouloir taxer davantage les riches que les motards. Mais finalement, la politique... davantage les riches que les pauvres, bien oui, sûr, ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais dans la politique que vous avez menée pendant 5 ans, finalement, vous avez réussi à ce que ce soit les milieux les plus modestes qui souffrent le plus des mesures que vous avez prises. Depuis 2002, les employés depuis 2002, qui sont soumis à la précarité, qui sont soumis à des contrats de travail de courte durée, qui sont soumis à des cadences infernales, ceux-là, ils savent faire la distinction entre la gauche et la droite. On en termine, monsieur Hollande, ça se termine, c'est le dimanche soir. Vous êtes content de cette journée, vraiment? Est-ce que c'est une journée, vous l'auriez rêvé autrement? Comment Moi, je ne rêve pas des journées. Quand même, c'est triste, ça vous ne rêvez pas? Mais je ne rêve pas des journées, je fais en sorte que mes journées se passent bien. Celle-là était une bonne journée. Alors, c'est une petite chose. Vous avez non, on ne peut pas recommencer. Non, il faut une petite précision historique. François Hollande a dit que c'était Jaurès qui s'était battu pour le droit de grève. Je rappelle que le droit de grève a été accordé par Napoléon III. C'est tout, je voulais dire. C'est une décision, c'est une notation très importante. Les travailleurs de Carmont. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on retrouve José Bové, qui est sur ce plateau, qui vient. Très bien. Écoutez, je lui ferai témoignage de votre message amical. Si vous voulez prolonger le débat, pour rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche prochain sur France 5, donc la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, Monsieur Hollande, d'avoir réservé la primeur de vos réactions et de vos commentaires à Riposte. Merci, au revoir. Merci.